L'histoire commence avec son Altesse accordant le droit de choisir un partenaire de mariage à une guerrière pour la victoire. Par son ordre, n'importe quel élu de la jeune fille peut immédiatement devenir son mari. À ce moment-là, des chuchotements commencèrent dans la salle royale. Les courtisans ont été indignés par cette déclaration, car il est difficile d'appeler une Borkina une femme. Des rumeurs couraient selon lesquelles elle avait grandi en étant sauvage, attirée par l'odeur du sang. Borkina n'était pas moins impressionnée, car après tout, ce qui s'est passé au prix de sa vie, pleine de sang et de bataille, elle a obtenu la permission de se marier. Le grand guerrier Amir Pervez était un héros. Il a sauvé le prince héritier du danger il y a 30 ans. Mais le prince héritier enviait ses compétences et l'envoya s'occuper de la tribu Loyer dans les terres du Nord. Ce fidèle chevalier, qui accepta d'accomplir la tâche, tout en comprenant que la mort l'y attendait, était le père d'une guerrière. Amir fut exilé à Pervez, dont l'empire lui-même tourna le dos. Sans soutien sur le terrain où il était envoyé mourir, il s'est battu sans crainte, de toutes ses forces. Cependant, il mourut sur le champ de bataille. Après le père de la jeune fille, ses frères, qui ont également perdu la vie, se sont battus. Et après, elle a pris leur place. Finalement, la guerre prit fin. L'armée avec Asha a finalement gagné. Et bien que la guerre prolongée ait pris fin, leur joie fut de courte durée. L'hiver fut rigoureux et voué à l'apparition de la famine. L'équipe doutait que l'empereur les récompenserait. Après tout, Pervez ne faisait pas partie de ses possessions et il ne regarde même pas en direction de ses terres. Asha remit à Derek l'ordre de l'empereur, dans lequel il leur ferait une promesse. Si l'équipe chasse complètement la tribu Loyer de Pervez, alors il récompensera le bon travail et les sacrifices consentis. Derek n'est pas sûr que l'empereur tiendra sa promesse. Asha l'a soutenu mais a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix. S'ils ne font rien, Pervez mourra de faim. Asha devina qu'il ne serait pas facile d'obtenir une compensation, puisque l'empereur qui a envoyé son père à la mort ne serait pas disposé à payer la récompense. L'empereur Kenric Evaristo a sympathisé avec la jeune fille car toute sa famille avait péri, bien que maintenant elle ait reçu le titre de marquise. Il commença à plaisanter en disant qu'une princesse sauvage avait visité le château. Asha réfléchit que peu importe l'humiliation qu'elle devait endurer. Elle souhaite seulement que les habitants de Pervez reçoivent suffisamment d'argent pour se nourrir cet hiver. L'empereur apprit que la jeune fille avait 22 ans et qu'il était temps pour elle de faire ses débuts dans la société à cet âge. Kenric Evaristo était également surpris qu'elle ne soit pas encore mariée. La seule chose que Kenric Evaristo peut donner pour sa victoire est de donner à Asha le droit de choisir son partenaire de mariage. Il a donné à la jeune fille une liste de nobles afin qu'elle puisse choisir à sa guise. L'empereur a souligné que toute personne choisie deviendrait immédiatement son mari. Et plus une personne figure haut sur la liste, plus sa position est honorable, il conseille donc de faire attention au début. Asha a été surprise par un tel châtiment, car si celui qu'elle choisit refuse de se marier, alors tous les deux se sentiront mal. Kenric Evaristo a souligné que si l'élu ose violer l'ordre de l'empereur, toute sa famille sera obligée de payer Asha et la famille impériale pour cela. Asha comprit les véritables intentions de l'empereur. Il ne veut pas payer personnellement la récompense. Et comme aucun père ne donnera son fils pour un sauvage, ils devront payer à la place de l'empereur. La jeune fille a choisi le duc de Carlisle Haven, temporairement privé du titre de prince héritier en raison d'une aventure récente. Il est le seul de la liste des nobles à faire partie de la famille de l'empereur. Les noms au début de la liste sont des nobles. Les gens ont commencé à penser qu'elle était folle. En raison d'un conflit avec son père, Carlisle est déchu de son titre. On l'appelle le dieu de la guerre, alors Asha risque d'avoir des ennuis. La jeune fille rappela à l'empereur que s'il refusait, la famille de son fils serait obligée de lui verser une compensation. Les gens étaient choqués qu'Asha ait l'intention de se débarrasser de l'argent de l'empereur. Sa récompense, qui doit être payée par la famille impériale, sera prélevée sur le fond. C'est la condition de l'empereur. Il a bu sa propre tombe. Carlisle éclata de rire. Au lieu de cela, l'empereur s'est mis en colère et a donné à Asha l'opportunité de changer son choix. Mais la marquise Perez était déterminée et a déclaré qu'elle n'épouserait que Carlisle Haven. Mais abandonnez votre choix pour un gain en espèces. Carlisle a souligné que la promesse de l'empereur n'était pas une plaisanterie. Et lui, en tant que fils, ne sera pas autorisé à épouser une fille du village.
Mais tu ne peux pas non plus annuler la promesse de ton père. Carlisle a accepté la demande en mariage de la marquise. Cela a choqué la jeune fille, car elle a besoin d'argent, pas d'un homme. Le fils de l'empereur a exprimé l'espoir que lui et sa future épouse s'entendraient bien. Asha entra dans le salon dans la cour à la demande de Carlisle. La jeune fille remarqua que le duc avait l'air détendu et on ne savait pas clairement ce qu'il avait en tête. Asha salua le prince héritier et se souvint immédiatement qu'il avait été privé de son titre. Le jour où la jeune fille et son équipe sont arrivés dans la capitale, des rumeurs circulaient selon lesquelles Carlisle poursuivait le favori de son père. On disait que le duc était entré par effraction dans la chambre de la jeune fille. L'empereur est très pointilleux avec les femmes, et il a des problèmes dans ses relations avec son fils. Asha a remarqué qu'il y a des gens complètement différents dans la capitale. Ici, il est normal de désirer et de passer du temps avec des femmes autochtones. Elle n'aurait jamais imaginé que celui dont on parlait dans le journal deviendrait son mari. Carlisle a déclaré qu'il ne pouvait rien faire pour éviter d'être déchu du titre. Il a dit à Asha qu'elle n'avait pas besoin de répondre, mais qu'elle n'avait pas besoin de le regarder avec autant de curiosité. Le duc se demanda si c'était parce qu'Ash s'inquiétait de son attrait et qu'il était difficile de traiter avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Asha a déclaré qu'elle était simplement jalouse de son physique. Mais il y a un inconvénient à cela, car plus une personne est grossière, plus la cible est facile. Cependant, un tel corps respire la force. Carlisle était surpris de s'intéresser à la fille du point de vue de son aptitude au combat. Asha a répondu qu'elle aimerait être la même, mais que c'est pratiquement impossible, car elle a une structure musculaire différente. Carlisle suggéra de se mettre au travail. Il a accepté la proposition de la jeune fille, non par grand amour pour elle. Asha a noté que cela était également bénéfique pour le duc. Carlisle était amusé par la réaction de la fille. Il a continué en parlant du fait que son père lui avait posé une condition pour qu'il restitue le titre, s'il sert l'Empire pendant 3 ans et se débarrasse de son égoïsme. Herzog a suggéré qu'il pourrait aider Pervez, fatigué de la guerre, pendant les 3 prochaines années, et puis ils se sépareront. En même temps, Aga fermera les yeux sur ce qu'il va faire pendant tout ce temps. Carlisle a posé comme condition qu'Asha ne s'attende pas à ceux qui la traitent comme une épouse et n'envisage même pas de compter sur quelqu'un d'autre. Et lui, en retour, apportera un soutien financier à Pervez. Asha a été surprise par une telle proposition, mais il l'a fait dans un but précis. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas confier Pervez à un inconnu. La jeune fille a noté que si les actions du duc pouvaient nuire à Pervez, alors elle était contre l'accord. Carlisle a déclaré qu'il ne souhaitait aucun mal, mais a plutôt demandé de l'aide pour réussir son plan. Asha a proposé de signer un contrat pour être sûr. Carlisle fut frappé par son incrédulité et déclara qu'ils formeraient un couple formidable. La jeune fille a décidé de clarifier les détails. Ils formeront un couple verbal et prendront ce dont ils ont besoin l'un de l'autre, puis se sépareront. Le conseiller le plus proche, Lionel Bailey, a noté qu'Asha avait tout pris en compte. Herzog a reconnu qu'elle n'était pas du genre à gaspiller de l'argent. Le conseiller a demandé si Carlisle voulait vraiment épouser une fille aussi grossière, car il y avait tellement de candidats pour son cœur. Herzog a souligné que ce n'était que pour 3 ans et qu'il aurait encore une telle chance. Une chance de se débarrasser de quelqu'un qui s'autorise beaucoup. Il se bat depuis l'âge de 15 ans. Après la mort de la mère, la belle-mère est devenue impératrice. Il s'est battu encore et a survécu. Peut-être que Dieu l'a béni le jour de son anniversaire. Des chansons étaient chantées à son sujet, selon lesquelles le sang de l'ennemi était sur son visage, le soleil brillait dans ses yeux et le vin victorieux était sur ses lèvres. Un tel tueur de monstres. L'impératrice actuelle, Béatrice, voulait que son fils, le 2e prince, Marcius, prenne le trône de l'empereur. Elle devait donc agir. Immédiatement après, la jeune favorite de l'empereur, Viviane Lorrain, se plaignit que Carlisle avait fait irruption chez elle au milieu de la nuit. Le duc s'y est opposé, affirmant qu'il avait été piégé. L'empereur s'est mis en colère et a pris le titre de prince héritier de son fils, disant que son ignorance avait dépassé les limites et qu'il avait maintenant besoin de son amant. Carlisle a déclaré au conseiller que l'impératrice prévoyait ainsi de se débarrasser de tous ceux qui étaient répréhensibles. Lionel se rendit compte qu'en conséquence, Marcius était temporairement devenu prince héritier et que le plan de Béatrice avait réussi. Le conseiller comprit ensuite que dans 3 ans,
L'impératrice tenterait d'empêcher le retour du titre et de faire de Marcius le véritable prince héritier. Carlyle a crié avec colère que le trône lui appartenait et qu'il tuerait quiconque le tenterait. Il doit devenir si puissant que l'impératrice ne puisse pas s'en emparer. À cette fin, Pervez est plus approprié que jamais, car son emplacement est en dehors des frontières de l'Empire. Et c'est bien pour lui que l'héritière de Perveza soit avec lui. Lionel a demandé si cela signifiait vraiment que le duc épouserait une étrangère, car il ne savait pas quel genre de personne elle était. Mais Carlyle l'a surpris en lui disant qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Quelques jours plus tard, à Zairo, la capitale de l'Empire, Carlyle saisit l'occasion et effectue une sortie secrète. Il dut être plus prudent, car il tomba dans le piège de l'impératrice. C'était la faute de Carlyle s'il avait réagi si rapidement à une lettre d'un nouvel informateur demandant à le rencontrer. Au pire, il pensait qu'une tentative d'assassinat était en préparation contre lui. Herzog a été arrêté par des voyous locaux et menacé de faire ce qu'ils disent. Carlyle pensait que si la situation dégénérait et qu'il découvrait qu'il cachait une identité, il aurait des ennuis. Comment Asha est intervenue ici, disant que 3 contre 1 n'est pas juste et qu'elle et ses amis prendront donc le parti de l'étranger. L'agresseur a traité la jeune fille de mendiante, après quoi elle l'a frappée. Carlyle supposait que son sauveur était plutôt un guerrier. Le principal attaquant a ordonné aux autres de tuer la jeune fille. Herzog a noté que s'il veut tuer, qu'il le fasse lui-même. La partenaire d'Asha lui a demandé si elle voulait tuer l'agresseur. La jeune fille a répondu que c'était trop miséricordieux. Ces paroles ne sont pas des cloches vides, car elles sont habituées à tuer. Derek leur rappela qu'on leur avait dit de ne pas se saouler avant d'arriver au palais. Ils ont laissé partir les assaillants, après quoi ils se sont immédiatement enfuis. Carlyle l'a remercié pour son aide et lui a proposé de rembourser. Decker a demandé à les emmener dans un hôtel bon marché, car ils devraient passer la nuit dans la rue s'ils ne trouvaient rien et que les prix dans la capitale étaient trop élevés. Ils ne sont que 5 et s'ils peuvent s'y laver, ils pourraient même dormir dans la même pièce. Carlyle a accepté de voir les étrangers. Lionel fut surpris que le duc l'aide et c'est pourquoi il revint si tard au palais. Carlyle a noté que grâce à lui, Asha s'est mise en ordre et qu'elle n'était donc pas appelée une mendiante, mais seulement une princesse sauvage. Le conseiller est choqué que la jeune fille ait traité les bandits à main nue et a exprimé sa crainte qu'elle s'occupe également du duc s'il commet ne serait-ce qu'une seule erreur. Carlyle fit remarquer qu'au moins l'impératrice ne serait pas en mesure de retrouver les assassins. Dans le but de restaurer le règne de Pervez, Asha ne le trahira pas et n'interviendra pas. Le duc proposa à la jeune fille de rester dans son domaine, mais elle refusa et retourna à l'hôtel. Après tout, elle y est plus à l'aise. Carlyle remarqua qu'elle était très prudente et ne voulait plus être avec lui. Et cela l'a rendu très heureux, car est-il possible de trouver une meilleure épouse? À cette époque, l'équipe d'Asha était étonnée qu'elle ait accepté un mariage contractuel. Après tout, le prince veut l'utiliser comme bouclier pour son complot. Asha a dit que cela n'avait pas d'importance. Si leur arrangement pouvait sauver Pervez, elle a alors accepté, considérant que c'était une bonne affaire. Grâce à cet argent, personne ne mourra de faim en hiver. Ils pourront soigner les blessés, ensemencer les champs. Elle imaginait comment les plaines vides seraient couvertes de céréales. Asha a demandé à Derek ce qu'il ferait dans cette situation. Elle est maintenant plus heureuse que jamais. Heureusement, il n'organise pas de cérémonie, mais part immédiatement après avoir prêté serment. L'équipe s'est demandé combien de temps cela prendrait, car même une cérémonie complète ne prendrait pas plusieurs mois. Et tant qu'ils sont là, les habitants de Pervez meurent de faim. Asha a demandé à Carlyle quand il pourrait y aller dans une semaine ou 2, car le plus tôt serait le mieux. Le duc fut surpris par la déclaration de la jeune fille. Après tout, c'était un mariage. Ne serait-elle pas contrariée s'ils étaient pressés? Et c'est pourquoi il a demandé à Asha pourquoi elle était si pressée. Si le marié l'attendait là-bas. La jeune fille a répondu que les gens attendaient son retour. Herzog a déclaré qu'il essaierait d'accélérer la préparation et a ordonné de confier la robe au traitement. Carlyle a ordonné à la femme de chambre de ranger Asha. La fille a été réprimandée parce qu'elle était trop grande, avec des épaules larges, et donc une robe sans manches était une mauvaise idée. Ils se sont disputés sur la meilleure façon d'habiller Asha. La fille s'est présentée au duc dans un nouveau rôle. Carlyle a ri en le voyant. Il a plaisanté en disant que Dieu nous préserve que quelqu'un de son équipe ait vu.
Asha était indignée de ne pas avoir été autorisée à choisir elle-même une tenue, car dans ses vêtements, il n'y a même pas de place pour attacher une arme. Elle ne sait alors pas comment se défendre. Madame Lopar s'excusa pour la simplicité de la tenue vestimentaire, comme pour un tel événement. Mais la marquise insista. Le duc la rassura et lui dit qu'il avait préparé quelque chose. La servante fut surprise de voir le collier de l'ancienne impératrice Evelyne. Si vous portez une beauté aussi incroyable, alors seulement sous une robe simple. Elle n'arrive pas à croire que le duc puisse dévoiler une chose pareille. Asha remarqua qu'il s'agissait de rubis. Madame Lopar a été étonnée que la jeune fille les ait immédiatement reconnus. C'est eux, à quoi elle a répondu qu'elle s'y connaissait en bijoux. Le duc remarqua qu'Asha n'était pas intéressée par les décorations, car toute sa vie, elle n'avait connu que le combat. Et c'est pourquoi il a dit qu'une fille pouvait vendre un collier et fumer une centaine de chevaux de guerre. Asha a été choqué que les bijoux coûtent plus d'1 million de verrons. Le duc passa le collier autour du cou de la jeune fille et dit que c'était une avance. La jeune fille pensa qu'il valait mieux acheter d'abord des provisions plutôt que des chevaux. Carlyle remarqua qu'Asha portait du parfum et fut surpris par son choix de parfum. Carlyle ne s'était pas attendu à ce qu'Asha choisisse l'odeur de l'herbe et réalisa que le collier avait également trouvé son propriétaire. Le duc lui toucha le visage et remarqua que cela lui convenait. Il sera possible de terminer les préparatifs du mariage avant le serment, pensa Asha. Elle pensait que la main du prince devait être douce, mais c'est plutôt la main d'un guerrier. Le cœur de la jeune fille battait anormalement. Puis Asha a soudainement changé d'avis. Elle était heureuse de pouvoir acheter une centaine de chevaux. Après quelques jours, les gens disaient que le duc épouserait la marquise, mais s'il rendait le titre, vous pourriez alors divorcer. Tout le monde estime que Cécilia Dupré, potentielle candidate à l'épouse du prince, n'en restera pas là. Désormais, tout le monde parle d'elle, même si son Altesse a insisté pour qu'elle soit un marquis. Pervé est sous le régime de juridiction extraterritoriale et la famille de l'empereur ne peut pas intervenir afin que cela n'arrive pas là-bas. Grâce à cela, le prince peut tester des candidats dont certains se sont déjà désistés. Cécilia n'a aucune raison d'abandonner, la situation est devenue encore plus favorable. Ceux yeux dorés sont un symbole de la famille impériale. Grâce à eux, la jeune fille sera préférée. Non seulement l'impératrice a les yeux d'or, mais aussi la bien-aimée de l'empereur. Grâce à cela, ils ont obtenu leur titre. Cécilia est sûre qu'elle convient mieux au rôle d'épouse du prince héritier que la marquise Asha, et elle le prouvera à toutes les personnes présentes. Le grand prêtre était chargé de diriger la cérémonie. La société estime que Miss Cécilia et le révérend Gabriel sont les plus belles personnes de la capitale et sont sûrs que personne ne regardera la mariée. Les femmes murmuraient que même si Asha s'habillait, elle ressemblerait toujours à une sauvage du village. Mais quand elle entra dans la salle, tout le monde resta bouche bée. Personne ne pouvait croire que devant eux se trouvait la même princesse sauvage, mais c'est le collier de l'ancienne impératrice qui a le plus attiré l'attention de tous. Cécilia est convaincue que ce n'est qu'un spectacle. La cérémonie a commencé et le prêtre a commencé son discours et sa bénédiction des mariés. Il semblait à Asha que toutes ces conversations étaient vides de sens et que les habitants de la capitale n'avaient rien à faire. Carlyle, mettant la bague de fiançailles au doigt de la marquise, dit que lorsqu'elle la vendrait, elle devrait la présenter aux enchères, car là-bas, il donnerait plus d'argent. La compagnie a été surprise, fascinée par la cérémonie. Cependant, ils ne savent pas que la bague de fiançailles n'est que le fonds de réserve de la mariée. Asha a l'esprit d'une révolutionnaire, c'est pourquoi le duc l'aime bien. Asha et Carlyle ont signé l'acte de mariage. Leur mariage devint officiel sous les lois impériales et divines. Personne ne peut contester cette relation. La marquise et l'empereur doivent tenir leur serment et se traiter avec une grande responsabilité et un amour sincère. Carlisle a accepté ce mariage par commodité, mais il est très heureux de voir les visages tristes de son père et de sa belle-mère. Le couple doit sceller ses vœux par un premier baiser. Asha était confuse au début, mais a accepté le fait qu'ils avaient besoin de s'embrasser. Le duc a noté que la jeune fille avait hâte de rentrer chez elle, mais il ne voulait pas la laisser partir si facilement. Carlyle attrapa sa femme désormais officielle et l'embrassa durement. La jeune fille a dit à son Altesse de se comporter correctement, ce à quoi il a répondu qu'il voulait juste soulager l'ennui.
Le grand prêtre remarqua que le seigneur Rappelt regardait et que le couple devait donc être pur de corps et d'âme. Le duc répondit avec mépris que le seigneur comprendrait la passion des jeunes mariés. Asha rêvait de retourner à Pervez le plus tôt possible, mais elle devait rester. Par conséquent, la jeune fille a dit à Decker d'aller d'abord livrer des marchandises et d'aménager des chambres pour le duc. Derek était inquiet de ne pas savoir comment expliquer cela aux gens. Finalement, l'équipe est arrivée à Pervez et a raconté aux habitants toute l'histoire du mariage et de l'accord avec le prince héritier. Les habitants de Pervez n'étaient pas convaincus que le prince héritier vivrait sur leur terre pendant 3 ans, car il demandait à apporter de la nourriture. L'équipe était inquiète pour Madame Asha, car des bandits les avaient attaqués sur le chemin de Pervez. Carlyle l'avait prévu et envoya donc une équipe de chevaliers avec eux. Derek craignait qu'Asha soit plongée dans des affaires de routine et qu'elle ait de gros enjeux. Après tout, la marquise n'est pas membre de la famille impériale. Mais l'homme a décidé qu'il valait mieux réfléchir à la tâche confiée par Asha. Elle n'a besoin que d'argent et, en échange, le prince a besoin d'un logement. L'équipe a 1 mois pour tout préparer. Derek doutait que les intentions du prince soient vraies, s'il était vraiment de leur côté et s'il mettait Asha en danger. Quelque temps plus tard, dans la maison de la famille impériale, Carlyle transféra la responsabilité de protéger le sud de l'Empire à Marcius. Après tout, il est désormais l'héritier du trône. Carlyle a combattu sur le champ de bataille parce que c'était son devoir en tant que prince héritier. Et c'est pourquoi Marcius doit désormais se débarrasser des monstres 2 ou 3 fois par an et régler de petits conflits. L'homme était heureux alors que les visages de son père et de Marcius changeaient. Ils avaient auparavant prévu d'exiler Carlyle pour la guerre, mais maintenant il se rend à Pervez, qui se trouve en dehors de l'Empire. L'empereur décida de changer de sujet de conversation. Il a proposé de parler du budget demandé par Carlyle. Il a exigé une dot et des frais de déménagement. Kenric Evaristo a compris que toute la dot de Carlyle irait à Perveza. Il a donc voulu baisser les exigences. Marcius soutenait son père, selon lequel moins de 50 millions S de Veyron suffiraient pour y vivre. Carlyle a conseillé à son frère de ne pas être aussi frivole, car il n'avait jamais fait la guerre auparavant. Pervez a passé 28 ans pour vaincre les Lowers. Beaucoup de choses ont été détruites. Il faut donc beaucoup de temps et d'argent pour reconstruire. Par conséquent, Carlyle a fait remarquer que Marcius devrait mieux étudier, car 50 millions S, ce n'est pas trop. Le prince dit à son père que son frère avait beaucoup d'explications à lui donner. Carlyle a dit d'un ton moqueur à Marcius qu'il devrait littéralement maîtriser son métier du jour au lendemain. L'empereur était furieux de la déclaration de Carlyle. Marcius, à son tour, resta silencieux. Le duc en était content, car sa famille ne pensait même pas aux affaires militaires. Asha a demandé pourquoi l'empereur d'une superpuissance n'essaie pas d'acquérir le pouvoir militaire. Carlyle a expliqué que l'action militaire est soumise aux chevaliers et que la guerre n'est déclarée que par le dirigeant. Cependant, celui qui a donné le dernier ordre est responsable de la perte de la guerre car il est le leader. En conséquence, si Carlyle perdait, il serait tenu pour responsable. Il semblait à Asha que Kenric Evaristo voulait retirer le duc de la cour impériale. Le pouvoir est entre les mains de l'empereur, mais il n'en est pas responsable. Carlyle répondit sarcastiquement que c'était tellement évident que même une fille du village le comprenait. Et il se félicitait de la chance qu'elle avait d'avoir un mari aussi merveilleux. Asha a noté que Carlyle semblait être en enfer. Mais son calme, avec lequel il a survécu à tout et ne s'est pas suicidé, est incroyable. Herzog a précisé si la jeune fille l'avait félicité ou insulté. Carlyle n'aurait pas remarqué le compliment si quelqu'un d'autre l'avait dit, mais la fille le pensait sincèrement. L'homme qui accompagnait la marquise et le duc a déclaré qu'ils avaient besoin d'un objectif commun s'ils décidaient de monter à bord du même bateau. Après tout, à en juger par ceux qui l'a entendu, Asha ne sait rien. Carlyle réalisa qu'Asha ne connaissait pas encore son professeur et modèle, le vicomte Giles Reverset. Giles est celui qui désire le plus se débarrasser des ennemis du duc. Et Carlyle croyait qu'il serait simplement leur mariage avec la marquise. Le professeur a souligné qu'il n'avait d'autre choix que de changer de stratégie. Après tout, Carlyle est tombé dans le piège de l'impératrice et a perdu le titre de prince héritier en son absence. Le professeur demanda à la marquise ce qu'elle savait de son Altesse. Elle lui répondit qu'il était nommé prince héritier dès sa naissance et qu'il était le meilleur chevalier de l'Empire. Giles Reverset
À noter que son Altesse est née avec la bénédiction d'Agéris, le dieu de la guerre et de la victoire, grâce à laquelle le prince utilise habilement divers types de techniques de combat. Asha fut surprise par la mention de la bénédiction de Dieu lui-même. Le professeur a précisé que le temple avait fait une prophétie et que lorsque Carlyle sera grand, il prouvera que la prophétie était vraie. Un duc est celui qui a maintenu l'Empire en paix après avoir traversé de nombreuses batailles. Il s'indigne donc que l'impératrice l'ait privé de son titre par des ruses. Carlyle a demandé au vicomte de se calmer, notant que cela pourrait être une bénédiction déguisée. Le professeur est sûr qu'ils doivent agir. Après tout, le duc a été faussement accusé de vouloir s'emparer du favori de son père. Il n'est pas nécessaire de fermer les yeux sur cela. Giles a demandé à Asha de protéger son Altesse lorsque l'impératrice et son deuxième fils ont tenté de ternir sa réputation. La marquise a déclaré qu'elle protégerait le prince jour et nuit. Carlyle a répondu sarcastiquement qu'il pouvait se défendre physiquement et qu'il avait besoin de soutien en politique. La famille impériale fait attention à son image, elle ne peut donc pas s'opposer au choix de Carlyle. Grâce au marquis, son Altesse pourra se déplacer le plus loin possible et renforcer son pouvoir sans être vu par la famille impériale. Asha est sûre que l'impératrice n'aimera pas ça. Jill a affirmé que l'impératrice tenterait soit de séduire Asha, soit de la pousser à divorcer du prince. Marquisa a demandé s'il était logique de préparer un coup d'État à Pervez. Cette question inquiète également Carlisle, mais lorsqu'il participa aux batailles, l'impératrice augmenta son influence. Le duc doit s'installer quelque part et étendre sa propre influence. Son Altesse devrait restituer le titre et les droits du prince, car la société le pense. Asha a dit à Carlyle de prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il aille à Perez. Et là, elle et l'équipe ne se perdront pas dans ses affaires. La marquise protégera le duc le plus longtemps possible. La jeune fille accepte de conserver le mariage et, plus tard, le moment venu, de se séparer tranquillement. Carlyle souhaitait que la fille prenne également soin d'elle. Asha a averti le prince qu'il devait emporter avec lui tout ce dont il avait besoin, car il n'y avait littéralement rien à Pervez. Même si elle lui prête une aiguille, la sienne sera bien pire. Carlyle rassura la jeune fille en lui disant qu'il avait déjà fait une liste. S'il s'ennuie soudainement des choses, il les donnera et la fille pourra les utiliser à sa discrétion. Quelques jours plus tard, le couple partit ainsi que Pervez. La fille a remarqué de nombreuses boîtes contenant des objets. Elle ne pouvait même pas imaginer quelque chose comme ça. Asha remarqua des sacs de céréales et remarqua que s'il les faisait germer, Pervez deviendrait riche. La jeune fille réalisa qu'elle avait fait le bon choix. Les gens étaient ravis de voir le prince. Ils criaient des louanges et souhaitaient des bénédictions. Asha remarqua qu'il était aimé plus qu'elle ne le pensait. Le conseiller du prince a expliqué cela par le fait que tout le sens du rôle de commandant en chef militaire. Afin de retrouver votre titre de prince héritier et de devenir empereur, vous devez gagner la confiance. L'homme a également conseillé au marquis de s'habituer à servir Carlyle. Il semblait à la jeune fille que son mari calculait chaque pas. Le prince monta avec lassitude dans la voiture. Dans 2 jours, ils doivent s'arrêter à Ovendom. Carlyle remarqua le regard étrange de la marquise. La jeune fille a expliqué qu'elle ressentait une grande distance entre lui et les gens qui étaient heureux de sa visite. Carlyle ne comprend pas ce qui ne va pas dans ses actions. Après tout, les gens sont heureux et il est heureux de bien les traiter. Asha a commencé à spéculer que le prince montrait un spectacle à la hauteur des attentes des gens. À première vue, il s'agit d'un gadget, d'un spectacle gratuit que tout le monde est venu voir. La jeune fille se rend compte qu'il n'y a pratiquement rien de mal à cela. C'est la pensée des habitants de la capitale. La voiture du couple s'est arrêtée. L'un des principaux chevaliers ordonna de camper, de préparer la tente de son Altesse et d'allumer un feu pour préparer le dîner. Les gardes ont reçu l'ordre de rester vigilants et de monter la garde près du wagon en 2 équipes. Le valet de pied informa le couple qu'il avait emporté toutes les choses nécessaires dans leur tente. Asha était surprise qu'ils partagent un lit. Carlyle les rassura en leur disant qu'ils dormiraient séparément. Mais si la fille est importante, la servante déplacera les choses dans sa tente personnelle. Mais la jeune fille ne voulait pas stresser le laquais. Asha avait entendu des rumeurs selon lesquelles Carlyle cherchait une femme même sur le champ de bataille. Elle était très perplexe que cela ne le dérange pas de partager une tente avec quelqu'un comme elle. La jeune fille s'est rassurée en disant qu'ils n'étaient en couple que sur le papier, donc il n'y avait rien de mal à cela.
Asha a demandé à son mari de lui dire si elle avait fait quelque chose de mal. Asha, bien sûr, devait dormir à côté des hommes en plein air, mais pas avec des inconnus et dans la même tente, bien que cela soit attendu, car ils sont mariés sous condition. La jeune fille a réfléchi au fait que son éducation n'était pas traitée avec autant de soin que dans les maisons des dames de la capitale. Elle se rend compte que ses inquiétudes ne valent rien. Quand Asha était plus jeune, elle s'endormait toujours dans la chambre de ses frères après avoir joué. Mais elle n'était pas obligée de partager la même chambre que son mari. Elle s'inquiétait de ce que penseraient ses parents en voyant cela. Grâce au mariage arrangé, une somme d'argent et de ressources incalculables tomberont entre les mains de la famille Pervez. Mais il y a un risque qu'ils soient tous deux en danger. La jeune fille a prié tout le monde de prendre soin de Pervez. Mais soudain, l'image du père lui est apparue à l'esprit, qui déclarait qu'elle était le bouclier de leur maison et qu'elle devait donc la protéger. Asha a convenu qu'il ne devrait y avoir aucun relâchement, car elle avait signé un contrat avec le duc. Elle a pris une décision et en était responsable. Carlisle n'avait jamais vu quelqu'un se laver aussi soigneusement. Après tout, s'il heurte l'eau de cette manière, toutes les dents peuvent tomber. Puis il fut surpris de constater que l'eau était glacée. Asha commença à s'étendre sur le sol. Remarquant cela, l'homme a noté que si elle aime être tourmentée, il n'a pas refusé. Carlisle a suggéré qu'en raison de la proximité du nord, l'eau ici est plus fraîche. La marquise a prévenu que ce serait pire à l'automne. L'homme ôta sa chemise et observa la réaction d'Asha. Il remarqua son indifférence. Il lui a donc demandé, en tant qu'épouse et assistante temporaire, de l'aider à s'habiller. Asha écouta le prince et prit sa chemise. Elle s'est tout de suite excusée pour ce « qu'elle n'avait pas compris. Carlisle vit que la fille était vraiment obsédée uniquement par les vêtements et ne prêtait pas attention à lui. Le prince était un peu confus par cette situation. Après tout, on lui avait dit que son corps conquérirait n'importe quelle femme. Mais il s'avère que seuls les hommes l'admirent. Carlisle continuait de raisonner qu'il n'y avait aucun moyen de s'exhiber devant une femme sur le champ de bataille, donc il n'avait aucun moyen de le savoir. Asha a remarqué que le prince pensait à quelque chose. Alors elle a demandé si tout allait bien, ce à quoi l'homme, perplexe, lui dit qu'elle devrait s'endormir. La réaction de Carlisle a rendu la marquise furieuse. Un domestique aurait fait mieux, mais la jeune fille ne voulait pas que l'homme le montre aussi clairement. Asha s'est rassuré sur le fait que s'il continue à entretenir une telle relation, il n'y aura aucune difficulté. Après tout, Carlisle avait beaucoup de femmes et donc la marquise ne l'intéresse pas. La jeune fille éteignit la lumière et s'assit par terre. Carlisle lui a demandé si elle était à l'aise parce que la couverture était plutôt bizarre. Asha a répondu qu'elle avait l'habitude de dormir par terre avec une cape étendue, donc les conditions actuelles étaient excellentes. Le prince demanda à Pervez s'il faisait toujours si froid là-bas. La jeune fille a dit qu'elle n'avait rien à comparer, mais les commerçants locaux disent qu'il fait si froid que leurs marchandises peuvent tomber. Après ces mots, Carlisle éclata de rire. Cela a intrigué Asha, qui s'est moqué de sa réponse et s'est demandé si c'était l'étiquette dans la capitale. Carlisle a également demandé si c'était la marquise qui avait décapité le chef de la tribu Loyer. La jeune fille a confirmé que son père était plus capable que le chef, mais que faute d'homme, lui et ses frères sont morts. Asha a poursuivi en disant que Lakshmusha s'était battu pendant 28 ans et que le sortilège du collier du dieu tueur l'avait gardé jeune. Tout le monde doit la victoire à son père et à ses frères, qui ont protégé Pervez des barbares jusqu'au bout. Carlisle a suggéré qu'Amir Pervez était un grand guerrier et a noté que son père l'avait envoyé vers une mort certaine. Ceux qui y sont allés et n'y sont pas restés un an ont fini par se suicider. Asha a souligné que son père aurait pu être au courant des intentions de l'empereur. Mais comme Amir était menacé de mort, il essaya de toutes ses forces de l'éviter. Le peuple a écouté Amir Pervez, car il était le seul à ne pas abandonner et à se préparer à combattre les barbares. Carlisle réalisa qu'Amir était le seul à ne pas s'enfuir de l'impasse, et pour cela tout le monde lui était fidèle. Le prince pensa qu'il vaudrait mieux qu'un homme comme Amir continue à vivre. Après tout, il n'a pas abandonné Pervez et a passé chaque jour à se battre pour le sauver. Et Asha est la même que son père. La jeune fille a pu forcer l'empereur à la payer pour la victoire, grâce à son audace. Carlisle a suggéré qu'Asha était bien plus grande que son père.
Le duc de Carlisle voulait également en savoir plus sur les frères de la marquise Asha, mais elle s'endormit brusquement. Pendant ce temps, à la cour impériale, Marcius craignait de devoir se battre à la place de son frère. Mais sa mère, l'impératrice, le rassura en lui disant qu'elle avait un plan. Quelques jours plus tard, les nouveaux mariés arrivèrent à Pervez. Carlisle n'était pas content de ce qu'il voyait, et ce n'était pas seulement les routes. Tout autour, il y a des champs de terre pollués, et il n'y a personne du tout. Herzog a noté qu'Asha devrait s'occuper de l'arrangement ici, et a demandé combien d'argent elle prévoyait de prendre à son père. La jeune fille a dit cela pour la première fois contre des médicaments et de la nourriture. Selon Asha, 500,000 varens seront dépensés pour la restauration de la ville. Mais Carlisle s'y opposa, notant que cela ne suffirait que si la jeune fille voulait quitter ce monde dans 1 an ou 2. La marquise avait déjà exagéré le montant qu'elle avait donné et s'inquiétait de la réaction de Carlisle si elle disait la vérité. De plus, l'empereur ne veut pas non plus payer cette somme. Carlisle a déclaré qu'Asha avait tiré la meilleure carte possible. Il estime à juste titre que 500,000 personnes suffiront à peine pour cet hiver et que s'il ne se prépare pas pour le prochain, des gens mourront à nouveau. Asha rappela une fois de plus que même si le château avait été nettoyé, Carlisle pouvait toujours se sentir mal à l'aise en raison de l'état même du bâtiment. Le prince souffre des combats depuis sa jeunesse. Il est donc peu probable qu'il se plaigne des conditions. La marquise craignait que le prince pense qu'il n'était pas le bienvenu ici. Il demanda avec surprise s'il devrait vraiment rester ici, car comment pourrait-il servir son Altesse dans un tel endroit? Asha était complètement déprimé. Il a fait cela, même si elle l'a prévenu. Elle espérait que le prince ne regretterait pas d'être venu. La marquise et son équipe ont attribué tout le 2e étage du château à Carlisle et à ses plus proches collaborateurs. Et Asha elle-même dormira au 1er étage. Son entreprise lui a réservé une chambre et lui a fabriqué un nouveau lit aussi luxueux que possible. Asha a même été surprise que Decker ait pu le reproduire après l'avoir vu une seule fois dans la capitale. Asha a noté que même son équipe avait remarqué la différence entre Pervez et la capitale. Elle a remercié les garçons de pouvoir dormir sur un lit aussi élégant pour la première fois. C'est un peu inhabituel pour une fille de voir que sa chambre est décorée de fleurs. Les fleurs de Perveza sont un signe de la fin de la guerre. Il semblerait que les domestiques les apportaient spécialement pour la marquise. Asha a félicité la servante Della pour le travail accompli, malgré le fait qu'il restait beaucoup de choses inachevées. La marquise a promis de trouver un majordome dans un avenir proche, car Della remplissait effectivement ses fonctions. Della a souligné qu'il était également nécessaire d'embaucher un domestique qui s'occuperait des petites courses, car désormais le style de vie de la marquise serait jugé par d'autres personnes. Asha a noté qu'à en juger par la réaction de l'environnement, ils trouveront facilement de quoi se plaindre. La femme de chambre a déjà trouvé une fille appropriée pour ce poste. Nina Colon nettoiera les chambres, préparera la nourriture et l'eau pour la lessive et s'occupera des vêtements et des effets personnels. Les tâches des femmes de chambre comprennent le peignage et le bain. Della a fait remarquer qu'avant, il n'avait pas de luxe. Mais maintenant, tout a changé. Asha a félicité les serviteurs et les a tous envoyés se reposer, demandant à Derek et Della de rester avant de le faire. Marquise a noté que demain sera chargé, car ils apporteront des choses pour Pervez. Elle s'inquiète d'un éventuel conflit entre leur peuple et le prince. Cependant, Asha n'a pas l'intention de demander à son équipe de se taire là où elle ne le souhaite pas. Après tout, elle a conclu un accord avantageux pour les deux parties et non un contrat d'esclavage. Marquise a souligné qu'elle s'en tiendra à cette approche et demande donc à Derek et Della de faire tout leur possible pour le bien-être de Pervez. Le lendemain, Carlisle a consulté Lionel, qui a alloué des fonds pendant 1 mois aux habitants de Pervez. Cependant, à sa grande surprise, personne ne les a acceptés. Ceux qui sont habitués à souffrir sont connectés. Le duc pensa que c'était une nouvelle inattendue, considérant qu'ils ressemblèrent tous à des voyous, surtout l'homme qui connaissait la marquise. Bien que Carlisle soit lié à Ashoa, il n'a aucune garantie qu'elle ne le trahira pas. Et c'est pourquoi il a ordonné à Lionel d'enquêter soigneusement sur toutes les personnes importantes de Perveza. Il souhaite surtout que le conseiller prête attention à ce grand type qui courtisait la marquise. Lionel l'a déjà découvert. Voici Derek, le fils aîné de la famille Donovan. Ils étaient des vassaux d'Amir Pervez et, jusqu'à récemment, Derek était considéré comme un prétendant à la main d'Asha Pervez. Carlisle remarqua que l'homme était fort,
donc il aurait fière allure avec la marquise. Pendant ce temps, l'impératrice retrouva le grand prêtre dans le temple afin de parler de l'avenir de l'Empire. Une semaine plus tard, la situation à Pervez s'est nettement améliorée. Il n'y a aucun problème pour fournir des soins, les provisions sont distribuées et les gens sont satisfaits de leur part. Asha a félicité Derek, car c'était en grande partie à son honneur d'avoir clairement alloué les ressources. L'homme expliqua en disant que la marquise l'avait aussi aidé toute la nuit. Aujourd'hui, il distribue de la farine, du sel et de la levure. Puisqu'ils n'ont plus peur de la faim, les gens vont pouvoir se permettre de cuisiner du pain. De plus, le four public a été réparé. La marquise précisa s'il y en avait assez pour la distribution. Derek l'a rassuré en lui disant qu'ils avaient commandé avec du stock et qu'ils recevraient la demande de semences demain. De nos jours, tout le monde se demande comment planifier les semis. Derek est ravi qu'ils puissent enfin cultiver leurs terres. Il ne s'attendait pas à voir ça à son âge. Derek est sûr que Pervez peut être reconstruit et il assurera le suivi. Asha apprit que Carlisle avait acheté tout le bois restant aux habitants des villages du Nord. Ce bois est spécial car il a été rendu résistant au feu. Il ne prendra donc pas feu facilement. Asha a été choqué par ceux que le duc avait ordonnés à son insu. La marquise se perdait en spéculation quand Carlisle y parvint. Pas à Pervez, à peine par la route, plutôt dans la capitale. Elle est sûre que même sa vie ne vaut pas grand-chose. Asha ne sait pas ce que Carlisle attend d'elle. Mais depuis qu'il a réalisé ses rêves, elle est prête à tout pour lui. Le duc voulait voir la marquise, alors il l'appela dans ses appartements. Il a demandé comment les choses se passaient. La jeune fille a remercié en disant que tout allait mieux que à quoi elle s'attendait. Carlisle a noté qu'il avait alloué beaucoup d'argent et de biens. Il veut donc savoir comment Asha s'en est débarrassé. La marquise s'excusa, disant qu'il aurait dû être informé. Asha ne pensait pas que Carlisle était intéressé par les progrès de récupération de Pervez, mais s'il ne l'était pas, il n'aurait pas donné autant d'argent. La marquise indiqua qu'elle lui ferait rapport immédiatement. Le duc fut surpris. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Asha avait déjà couru chercher les informations nécessaires. Lionel a souligné que la marquise n'était pas du genre à détourner de l'argent. Carlisle ne pensait pas que c'était possible. Après tout, Asha pouvait simplement en prendre autant qu'elle le voulait, mais elle ne l'a pas fait. Le détournement de fonds publics est un phénomène très courant et considéré comme la norme. Carlisle est sûr que la marquise tient des livres à double entrée ou quelque chose du genre. Le fait qu'Asha ait tout préparé à l'avance parle de son pédantisme, mais le duc est convaincu qu'il y aura des inexactitudes. La marquise revint rapidement avec tous les documents où il y avait un plan pour utiliser les matériaux que le duc avait aimablement fournis. Il y avait tout, ce qui concernait la nourriture, les semences et les frais médicaux. Carlisle était convaincu qu'Asha n'avait vraiment rien détourné, car le rapport était parfaitement structuré. Il a précisé s'il y avait quelque chose d'enregistré à son nom. Le duc voulait dire les finances des coffres du marquis. Elle ne comprenait pas très bien comment renflouer ses caisses pouvait aider à reconstruire Pervez. Carlisle lui a demandé ce qu'elle comptait faire du collier et de l'alliance qu'il lui avait offert lors du mariage. La jeune fille a déclaré qu'après le divorce, elle les vendrait aux enchères et dépenserait l'argent pour la formation de l'unité de cavalerie. Asha a entendu dire qu'il y a de nombreux cavaliers dans l'ordre de Caraï. Elle veut donc son avis. Ce à quoi l'homme a répondu qu'il était trop tôt pour en parler et qu'il avait appris tout ce qu'il avait prévu. Le duc ne s'attendait pas à ce que la marquise dispose de l'argent de cette manière et savait même quoi faire des cadeaux. Lionel a demandé si Carlisle était déçu par cela. Cependant, Carlisle pense que c'est absurde. Le collier est apprécié dans les cercles élevés, mais Pervez n'en a pas l'utilité. Il existe un risque qu'il soit porteur d'une malédiction qui l'empêche de rester longtemps entre les mains d'un seul propriétaire. Mais c'est encore mieux s'il disparaît. Après tout, le duc en avait assez de croiser des regards compatissants à l'évocation du collier, qui est un souvenir de sa mère. Le duc dit à Lionel d'arrêter de dire des bêtises et lui dit de parler de la situation à la cour impériale. Le prêtre a assuré à Béatrice que seul Dieu pouvait entendre leur conversation et lui a demandé d'être franche. L'impératrice a exprimé ses craintes que Carlisle, devenant empereur, n'apporte des temps sombres à l'Empire en raison de son passé meurtrier. Le prêtre a convenu que si un tel enfant accédait au pouvoir, les habitants de l'Empire s'éloigneraient chaque jour de la parole de Dieu.
et ceux qui sont nés avec sa bénédiction suivront le chemin de la désobéissance à sa volonté. Cecilia a demandé au révérend Gabriel de la soutenir ainsi que Marcius. Le prêtre accepta, mais à condition que si Marcius montait sur le trône, Cecilia ferait de l'enfant un empire sacré. L'empire doit être guidé par les lois d'Allah. Ce n'est qu'alors qu'il pourra différer des États barbares qui l'entourent. Cecilia croit aussi à l'obéissance à la parole de Dieu, mais elle a besoin de réfléchir. L'été est arrivé à Pervez. Carlisle a pratiqué le combat à l'épée avec Lionel. Le duc dit au conseiller de ne pas s'inquiéter de cette perte, car il s'était beaucoup amélioré. Bien que Pervez soit situé loin au nord, il fait assez chaud ici en été. Carlisle s'autorisa à enlever sa chemise et à s'asperger d'eau. Marquise tente de relancer l'agriculture. Le grain qu'ils ont apporté suffit à labourer le champ 2 fois. Le duc remarqua qu'Acha plantait des plantes avec beaucoup d'enthousiasme. Le conseiller se demanda comment Carlisle était capable de reconnaître les émotions de la marquise. Ce à quoi le duc a répondu que seulement lorsqu'il regardait attentivement. Puis il demanda si toutes les choses qu'il avait apportées avaient eu le temps d'être démontées. Lionel pense qu'il y a un problème dans la relation de leurs serviteurs avec les serviteurs de ce château, ce qui a pu contrarier la marquise. Carlisle fit remarquer qu'il ne devrait y avoir aucun problème, puisqu'il leur avait dit de rester dans les limites du 2e étage. Le duc a ordonné aux conseillers de s'occuper des aristocrates locaux, car si vous n'y prêtez pas attention, vous risquez de rater quelque chose d'important. Entre-temps, un conflit éclata entre les 2 servantes. Mais servir le prince lui-même exigeait du respect de la part de Nina, car elle est plus âgée et a un statut plus élevé. La servante du prince a déclaré qu'elle s'attendait à un tel comportement de la part du serviteur du dirigeant local. Cela a mis Nina en colère, car elle peut encore tolérer les insultes de sa part. Nina fondit en larmes parce que la marquise avait mis fin à la terrible guerre contre les barbares. Della a vu cela, et la jeune fille a donc partagé ses inquiétudes avec le mentor. Della a souligné qu'il devrait faire mieux car les soins qu'il prodigue à la dame affectent son statut. La femme a conseillé à Nina d'apprendre rapidement afin de devenir parfaite dans n'importe quelle entreprise. Della a décidé de tout dire à Derek, car ce n'est pas la première fois que les serviteurs de son Altesse insultent la marquise. La femme ne veut pas que cela continue, car quelque chose de grave peut arriver. La femme a également souligné que si Derek pense que les messieurs n'apprécieront pas ça, alors il devrait faire comme si elle n'avait rien dit, ou laissez-le parler directement à son Altesse. Acha a entendu des rumeurs selon lesquelles les serviteurs de la capitale la traitaient avec dédain, et c'est pourquoi elle est venue à Carlisle. L'homme a remarqué qu'elle était en colère et a pensé qu'elle demanderait à nouveau de l'argent. Cependant, la jeune fille a demandé à parler aux subordonnés de son Altesse. Après tout, les serviteurs de Carlisle sont impliqués dans des conflits avec elle. Acha espère résoudre le conflit, ce qui évitera des problèmes à l'avenir. Carlisle était surpris que la marquise soit insultée, et elle était venue demander ses serviteurs. Cependant, la jeune fille a rappelé l'une des conditions de leur contrat, respecter les habitants de Pervez. Acha a noté qu'on pouvait se moquer d'elle et l'ignorer, mais cela ne s'applique pas à son peuple. Si les habitants de Pervez changent d'attitude envers le prince, il est peu probable qu'il obtienne ce qu'il veut. Carlisle se demandait ce qui se passerait s'il ignorait cet avertissement. Acha lui a conseillé de l'écouter s'il avait besoin de son soutien. Après tout, ils n'ont pas encore inventé de médicaments pour traiter la morsure d'un loup sauvage. 1 heure plus tard, tous les domestiques étaient rassemblés dans la salle du château. Carlisle a exprimé son mécontentement que sa femme ait osé être insultée, et c'est pourquoi il s'est tourné vers ceux qui ont longtemps servi dans le château et a demandé à témoigner. Les coupables ont été pointés du doigt et ils se sont adressés à son Altesse. La femme de chambre ne croyait pas qu'il s'agissait d'une situation grave, alors elle a agi à la légère, disant que la marquise essayait de réprimer leur morale. Carlisle n'aimait pas les paroles de la femme, parce que lui seul pouvait appeler sa femme ainsi. Et maintenant, il était convaincu que tout ce qui avait été dit auparavant était vrai, et il a donc ordonné de punir toutes les personnes impliquées. Lionel intervint en disant que s'ils étaient tous punis, il leur resterait très peu de serviteurs. Par conséquent, le prince n'a pensé à rien de mieux que de couper la langue des coupables, ce qui a stupéfié tout le monde. Acha a demandé d'arrêter.
Elle ne voulait pas couper la langue des serviteurs. Elle voulait juste rallier tout le monde. Elle a besoin de respect entre les domestiques. Asha n'est pas seulement une fille, mais l'épouse de Carlisle Haven lui-même. Donc pour une telle négligence, ils doivent payer le même prix. Mais la fille elle-même ne croit parfois pas que ce rôle lui convient. La marquise se souvint des paroles de Lionel selon lesquelles Pervez manquait de main. Et alors, comment Carlisle va-t-il s'en sortir jusqu'à ce que leur langue guérisse? Asha a déclaré que la vie n'est pas la meilleure, mais tant qu'ils vivent ici, ils doivent se soutenir mutuellement. Même en cas de conflit, il est important d'essayer de comprendre l'interlocuteur. Marquise comprend que Pervez est dur et étouffant pour les habitants de la capitale, mais il protège les frontières des barbares et des habitants locaux qui se sacrifient. Et c'est pourquoi Asha demande de n'offenser aucun d'entre eux. Carlisle a ajouté que même s'ils avaient été coupables d'avoir méprisé l'autorité de la princesse, ils avaient tous échappé à la punition grâce à sa miséricorde. Le prince nota que les serviteurs ne devaient pas attendre une seconde chance et leur ordonna d'utiliser judicieusement ceux qui leur étaient donnés. Et en signe de réconciliation, Carlisle a invité Asha à dîner ensemble. Mais la jeune fille, avec un sourire narquois, a souligné qu'il n'y avait pas de lutte pour la réconciliation. Par conséquent, elle est partie avec la tête fièrement relevée, faisant réfléchir le prince à la façon dont il devrait dîner avec elle. Cécile réfléchit pendant plusieurs jours aux paroles de Saint Gabriel et décida d'accepter sa condition. L'impératrice a demandé au prêtre de partager sa sagesse. Puisque Carlisle s'est rendu à Pervez, qui n'est pas sous juridiction impériale, ils ne peuvent pas y intervenir. Elle essaya d'empêcher son mariage avec la marquise. Gabriel a noté que son Altesse essaie de protéger l'arme la plus précieuse et que Lord Livato veille toujours sur ces sujets, ils auront donc toujours une opportunité. Cecilia se demandait comment les dieux pourraient les aider. Le prêtre l'a rassurée en lui disant que le moment venu, tout deviendra clair pour elle. Début septembre, les habitants de Pervez se préparaient pour les vendanges. Ils étaient impatients de récolter dans leur propre jardin. Soudain, le soleil éclatant fut recouvert par un nuage sombre. Les habitants pensaient qu'un orage allait arriver, mais le nuage était trop près du sol. Alors l'un des vieillards dit qu'il avait vu quelque chose de semblable il y a 28 ans et qu'ils étaient attaqués par des barbares. Carlisle a noté que la situation à Pervez était devenue plus stable. Il était donc logique qu'il continue de donner autant de ressources. Lionel était d'accord sur le fait que les matériaux et l'argent étaient importants, mais la marquise se portait bien. Au début, le prince pensait que Derek n'était qu'une escorte, mais il s'est avéré être un homme étonnamment capable. Lionel a ajouté que tous les habitants de Pervez sont extraordinaires et, dans une certaine mesure, plus actifs que les habitants de la capitale. Les rumeurs sur Pervez se sont révélées être des spéculations et des superstitions. La foi et la loyauté qu'on ne trouve pas dans les grands endroits se trouvent chez Pervez. Une lettre arriva de la famille du comte, indiquant qu'elle avait envoyé une preuve de sa loyauté. Carlisle a suggéré que Sylvia avait changé après avoir perdu la perspective de devenir princesse héritière. Le prince estime que la famille Dupet s'attend à ce qu'il divorce dans 3 ans et que Sylvia a de grandes ambitions. Lionel a ajouté que la fille n'a pas seulement une apparence exceptionnelle, mais aussi des capacités. Le conseiller est convaincu que Carlisle la considérerait pour le rôle de princesse héritière, car il a des sentiments pour Sylvia. Le prince pense que l'apparence et les ambitions ressemblent tellement à celles de sa mère. Carlisle était surpris que Lionel pense qu'il aimait Sylvia. Cependant, le conseiller a tiré cette conclusion du fait que le prince dansait avec elle à chaque événement. Le prince nota que la situation l'exigeait. Il ne pense pas que Sylvia l'aime bien, la fille s'intéresse davantage à son titre. Carlisle peut faire semblant d'aimer n'importe qui s'il en a besoin. Lionel a nié ces propos, car il lui semble que le prince ne ferait pas une telle chose, car il ne sait pas ce que c'est que de manquer une personne. Carlisle changea de sujet en disant que la lettre ne disait pas exactement ce qui avait été envoyé, mais il était sûr que c'était une sorte d'absurdité. Derek a dit au marquis qu'ils étaient attaqués et qu'ils devaient évacuer. Bien que les barbares soient très peu nombreux, ils ont gravement souffert. Asha a noté que la taille de l'armée avait diminué et que les armes étaient devenues obsolètes. L'homme a dit que ce n'était pas le moment de penser à l'orgueil et qu'il devrait demander de l'aide à son Altesse. Asha a déclaré que ce n'était pas une question de fierté, mais qu'il devait agir de manière tactique. Si plusieurs barbares accourent pour demander pardon,
alors la relation entre la marquise et le prince n'en sera que plus forte. Asha a ordonné d'exécuter n'importe quel ordre du prince, même si cela ne lui plaisait pas. Asha est sûre qu'elle peut gérer elle-même les barbares. Dès qu'ils informent son Altesse de l'expédition, ils partent immédiatement. La servante fit savoir au prince que la marquise désirait lui parler. Carlyle se demandait pourquoi il y avait une telle précipitation. Asha pensait qu'il devait déjà être au courant de l'assaut soudain des barbares. La marquise a déclaré que la tribu Ygrem, l'une des rares dans les terres abandonnées, avait envahi leurs terres. Elle s'y rendrait donc pour protéger les frontières. Carlyle a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour aider. Asha a demandé que si elle mourait, le prince deviendrait alors margrave de Pervez et tiendrait également ses promesses. Asha semblait sur le point de mourir. Le prince demanda ce qu'il voulait demander d'autre. La marquise espère que Carlyle vivra assez longtemps pour nommer l'un de ses descendants à la tête de Pervez. Asha reviendra après avoir détruit tous les ennemis qui nuisent à cette terre et à la sécurité de son Altesse. Carlyle a noté que ceux n'étaient absolument pas romantiques et que personne ne croirait qu'ils formaient un couple. Le prince s'approcha d'Asha, la serra dans ses bras et l'embrassa sur le front. Il souhaitait qu'Aguerris la bénisse et qu'elle rentre chez elle le plus tôt possible. Carlyle a demandé à Lionel si les chevaliers étaient prêts. Il est ravi de voir enfin de quoi est capable Asha Pervez, qui, comme on dit, a décapité le chef même de la tribu Loyer. Le prince et Lionel observèrent la situation depuis la fenêtre. Il a souligné que le matériel militaire était nécessaire bien plus tôt que prévu. Carlyle a été choqué qu'Asha, en tant que commandant, soit passé à l'offensive. Lionel a suggéré d'envoyer des chevaliers, mais le prince a dit qu'il était trop tôt pour cela, qu'elle n'avait pas besoin de l'aide de ceux en qui elle n'avait pas confiance. Asha a demandé à son agresseur s'il avait entendu parler d'elle par la tribu Loyer, car il faisait face au même sort que Lakshmusha. La marquise a magistralement traité ses ennemis. Même Carlyle a souligné qu'elle était folle. Le prince a finalement compris pourquoi Asha n'était pas fasciné par les bijoux et autres objets de valeur, car face à la mort, cela n'avait pas d'importance. Il vit qu'elle était non seulement une grande guerrière, mais aussi une excellente stratège. Asha tue les ennemis de manière dangereuse mais efficace. Désormais, le prince n'a plus aucun doute sur le fait que c'est le marquis qui a tué le chef des Loyers. Il veut sortir et se battre à ses côtés. Cependant, la marquise n'a pas demandé de l'aide à Carlyle, car elle voulait lui montrer cette facette de sa personnalité. Lionel a souligné que Pervez n'avait pas assez de soldats pour vaincre l'échelon arrière d'Igram. S'il tombe, la charge sur les chevaliers augmentera. Carlyle a décidé d'être d'accord avec le conseiller. Le prince ordonna d'envoyer des chevaliers pour vaincre ces rats. Il pensa qu'il ferait aussi bien de les rejoindre et d'aider sa femme. Asha était heureuse qu'ils aient reçu autant de soutien. Elle avait amené moins d'1 millier de soldats avec elle. Mais les ennemis avaient un atout dans leur manche, l'arrière-garde. L'échelon d'Igrem attaquait depuis le flanc des montagnes. Elle n'arrivait pas à y croire. Asha a ordonné à Derek d'empêcher l'armée de les atteindre, de le laisser prendre Danilo et une centaine de soldats. Derek a dit qu'Asha était folle, parce que cet endroit allait aussi être détruit, avec un maximum de 500 soldats à leur côté. Mais ensuite, Carlyle est venu pour l'aider. Derek a suggéré que son Altesse s'occupe du mont Cruz pendant qu'il s'occupe des ennemis en contrebas. Le garçon remarqua que Carlyle s'avérait être une bonne personne. Pendant ce temps, des rats ennemis se sont glissés derrière Asha. Remarquant cela, elle s'en est rapidement occupée. L'échelon de la tribu espérait encercler le château en une journée, mais ils durent se retirer. La bataille, qui s'annonçait longue, se termina grâce à l'aide de son Altesse Carlyle. Asha voulait aller le voir. Derek était également heureux de l'avoir rejoint, mais maintenant, il est inquiet. Le garçon ne comprend pas pourquoi le prince a soudainement fait preuve d'indulgence. Cependant, la marquise est toujours heureuse de son aide. 17 des 600 soldats sont morts. 45 ont été grièvement blessés et environ 200 ont été légèrement blessés. Ils ont subi beaucoup moins de pertes que prévu. Asha ne peut pas exprimer à quel point elle est reconnaissante envers son Altesse. Même si elle s'inquiète de la réaction de son peuple à cela, elle ne peut rien y faire. Carlyle attendait qu'Asha apparaisse. La marquise remercia Carlyle pour son aide. Il a répondu avec désinvolture qu'elle était prête à partir immédiatement après des mots de gratitude et à ne même pas boire de thé avec lui. Elle pensait que plus tôt elle remercierait, mieux ce serait.
Au lieu de cela, Carlyle préfère prendre son temps pour se mettre au travail, car c'est plus intéressant ainsi. Il comprend que la marquise a fort à faire, il demande déjà à boire du thé avec lui. Asha a dit qu'elle considérait cela comme un honneur, à quoi le prince répondit qu'il n'était pas nécessaire de lui parler avec autant de respect. La marquise fit attention à la coupe, elle fut surprise qu'elle parvienne à Pervez en un seul morceau. Carlyle a demandé à Asha si elle était en colère qu'il soit intervenu, même si elle n'a pas demandé. Elle a estimé qu'il ne servait à rien d'être en colère contre son sauveur, ou qu'une telle réaction était tout simplement normale pour la capitale. La marquise a admis qu'elle avait agi avec arrogance. S'il n'était pas intervenu à temps et n'avait pas arrêté l'unité à l'arrière, elle aurait subi des pertes colossales. Elle se reprocherait à mort de ne pas avoir demandé d'aide. Carlyle a ajouté si elle avait survécu elle-même. Il a demandé si Asha était prête à mourir à tout moment. A-t-elle confirmé, précisant s'il y a des guerriers qui vont sur le champ de bataille et ne sont pas prêts à mourir. Le prince dit La situation de la marquise est différente, et Carlyle l'a remarqué lorsqu'elle lui a demandé une faveur. Elle a ouvertement encouragé la trahison de son mari en parlant de sa progéniture. Si Asha aime tellement Pervez, pourquoi n'espère-t-elle pas que l'un des descendants du marquis devienne son dirigeant? La jeune fille a noté que ce n'était pas nécessaire, car n'importe qui peut devenir responsable. Carlyle a souligné qu'Asha est devenue célèbre grâce à la mort de son père et de ses frères. Il est donc injuste de la donner aux descendants de quelqu'un d'autre. La marquise a déclaré que son père n'avait pas reçu le titre de souverain en récompense. Amir Pervez était confronté à un choix, s'emparer de lui-même ou entraîner les gens à sa suite, étant prêt à mourir. C'est un choix sans choix. Par conséquent, Asha ne voit pas en cela la gloire qui devrait être transmise à la postérité. Elle espère que cet endroit cessera d'être utilisé comme référence. Les habitants de Pervez ne sont responsables de rien. De plus, ils jouent le noble rôle de défenseurs des frontières de l'Empire. Le prince reconnut que l'armée de Pervez avait dépassé ses attentes. Asha a noté qu'elle avait failli se retrouver dans un gros désastre, qui a été évité grâce à l'aide de son Altesse. Le prince répondit que son action était logique. Si l'armée de Pervez était détruite, Carlyle aurait de gros problèmes. Le prince n'ayant plus rien à dire, le marquis aussi, elle préféra quitter ses appartements. Asha pensait que le prince voulait toujours dire quelque chose à la fin, ou il avait oublié, ou il avait laissé entendre qu'ils avaient délibérément eu des ennuis, pour que Carlyle les aide juste comme ça. La marquise essaya de retrouver son calme et de chasser les pensées négatives de sa tête, car un tel geste de la part de son Altesse Carlyle pourrait signifier une tentative de rembourser sa dette. Quelques jours plus tard, la nouvelle parvint enfin à la cour impériale, selon laquelle des barbares venus des terres abandonnées avaient attaqué Pervez. Marcius apprit qu'ils avaient été détruits. L'impératrice a souligné que le peuple Luo avait été presque tous exterminés. La lettre indique également que cette fois, la tribu Ygrem a attaqué. Marcius a souligné que tous les barbares sont pareils. Cependant, Cecilia a déclaré qu'il devrait leur en être reconnaissant, même si elle regrettait que l'attaque n'ait pas réussi. Marcius leur demanda alors de quoi ils devaient être reconnaissants. L'impératrice remarqua que son fils s'inquiétait de quelque chose. Marcius est effrayé par le fait qu'ils sont imprévisibles et si les monstres apparaissent, il devra s'y rendre. Le gars veut faire sortir Carlyle de Pervez le plus vite possible. Cecilia a rassuré son fils en lui disant qu'elle avait trouvé le moyen de priver son frère de ses forces, grâce au déclenchement de la guerre à Pervez. Marcius nota que si Carlyle les chassait, ce ne serait qu'un plus pour lui. L'impératrice a noté que si les barbares assiégeaient Pervez, les nobles n'y iraient pas. La plupart des navires de ravitaillement refuseront de naviguer, et les informateurs ne seront pas en mesure de transmettre et de recevoir des informations. Et puis Carlyle devra retourner dans la capitale, mais Cecilia espère qu'il sera transpercé par une flèche. L'impératrice dit à Marcius de ne pas avoir peur, car Carlyle mourrait de toute façon et il n'aurait pas à faire la guerre. Seul Marcius peut être le prince héritier et il ne sera donc pas envoyé dans un endroit dangereux du champ de bataille. Marcius comprend que le prince héritier ou l'empereur doit le faire, mais l'impératrice note que cela dépend de sa parole. Carlyle est la chose la plus importante pour eux en ce moment. Dans la société, Marcius devient plus populaire et il est donc important pour eux d'effacer les traces de Carlyle à l'avenir, ce qui nécessite certains investissements.
Cecilia fera don de provisions et d'armes à la tribu Ygrem, mais elle n'est pas obligée de gagner. Il est important pour l'impératrice que la lutte dure le plus longtemps possible, et son révérend l'accompagnera. Le prêtre Geronimo s'est excusé auprès du révérend Gabriel pour avoir brusquement changé le lieu de la réunion. Mais Gabriel y voit la faute des dirigeants du temple, qui ont fait des compromis avec le monde laïque. Les dirigeants ont poussé leur Commonwealth vers la branche d'or. Ils n'ont pas déformé la parole de Dieu et doivent suivre ce qui est écrit dans les Écritures. Mais les dirigeants les qualifient d'hérétiques. Gabriel a rassuré l'entreprise, notant qu'il finirait par sortir victorieux et que Livato les protégerait. Asha pensait qu'il verrait Carlisle pendant un moment. Mais pour une raison quelconque, il l'avait appelé depuis le matin. Le prince a exprimé le désir de communiquer avec sa femme. Cela semblait suspect à la marquise. Peut-être que Carlisle était offensé par ses propos sur les descendants. Il lui a demandé si elle voulait passer du temps avec lui, à quoi Asha a répondu qu'elle avait le choix. Marquise a l'impression de comprendre quelque chose. Donc, cela l'inquiète. Carlisle a déclaré qu'il n'était pas habituel de se disputer à Perveza. Il espérait donc que la marquise l'écouterait attentivement. Cela inquiète Carlisle, car cela fait 3 mois depuis son arrivée, et ils n'ont toujours pas eu de conversation honnête, même s'ils sont en couple. Pour éviter une conversation ennuyeuse, il a proposé de passer du temps au château de Pervezza. Le ménage au 2e étage venait de se terminer, et Carlisle était à peine capable de se contenir. Asha a déclaré qu'il n'y avait rien de honteux, d'autant plus qu'elle l'avait prévenu à l'avance de ce qui se passait ici. La marquise ajoute que les gens qui utilisaient le château le maintenirent propre. Mais le prince est convaincu que c'était sale et qu'il n'y avait pas de meubles. Et puis la marquise comprit pourquoi les serviteurs du prince étaient choqués. Elle ne pouvait pas s'occuper du château à cause de la guerre. Et c'est pourquoi j'ai dû vendre toutes mes affaires ou les donner comme bois de chauffage pour survivre à l'hiver. Carlisle était choqué par ces circonstances. Il n'y avait pas de bois à Pervez, car tout ce qui se trouvait dans les montagnes était brûlé par la tribu Loyer. Par conséquent, des objets tels que les coiffeuses et les horloges sont inutiles et sont devenus du carburant. Le prince apprit qu'il y avait 20 fois plus de barbares. Asha s'y est opposée, disant qu'elle avait la 50aine. Ils ont attaqué encore et encore, le père les a arrêtés. Marquise a admis qu'elle était gênée par une telle chose avec un homme qui avait reçu la bénédiction du dieu de la guerre Agérie, mais elle croyait que son père était un guerrier de Dieu. Le prince ne le nia pas. Carlisle pense que si la guerre a été gagnée contre des forces qui étaient plus de 20 fois supérieures à leurs forces, alors Amir est définitivement un guerrier de Dieu et il le respecte en tant que chevalier. Le prince est vraiment désolé que la première personne de la famille impériale qu'Amir ait rencontrée soit son père. Asha ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de la famille impériale dise une telle chose. Il semblait à Carlisle qu'il n'y avait pas assez de peinture dans le château. Il souhaitait savoir pourquoi il n'y avait pas de portrait d'Amir ou d'autres membres de la famille. Asha a répondu que la guerre avait duré 20 ans, qu'il n'avait pas le temps de peindre. Le prince s'y est opposé en disant que ce n'est pas le modèle qui passe du temps. Mais l'artiste, il suffit de lui accorder une demi-journée par semaine. Mais la marquise ne le pense pas. Aucun artiste n'accepterait de venir peindre à Pervez, car seule la mort l'attendrait ici. Carlas l'a prévenu que tôt ou tard, il devrait faire un portrait à accrocher dans le château. Asha lui a demandé pourquoi. Le prince voudrait que la marquise se souvienne de lui. Et s'il commence à manquer de bois, alors il interdit de le détruire, mais le laisse rester pour la postérité. Le grand prêtre Bélier ne peut pas prendre beaucoup de temps à une personne occupée. Il leur a donc suggéré de se dépêcher et de commencer leur réunion aujourd'hui. 3 mois se sont écoulés depuis que son Altesse Carlisle est allé à Pervez. Ils cherchent à prendre des mesures, car une personne née avec la bénédiction de Dieu ne vit pas selon ses principes. La communauté estime que le prince se cache derrière ses aspirations, reste à l'écart du temple, se comporte fièrement et mène une vie de promiscuité. Et en même temps, il aspire à la miséricorde de son père. Les péchés de son Altesse sont impardonnables, et ce n'est pas seulement le problème de Carlisle Evaristo. Les nobles impériaux sont généralement des ordures ignorantes et sales. Il leur est facile de couper le cœur des autres. Pour le prêtre Gabriel, la seule issue est l'élaéisme, car devant Dieu tous sont égaux, et même Dieu n'ose pas les gouverner. Alors pourquoi les nobles se mettent-ils au-dessus des autres, comme s'ils en avaient le droit?
Les textes soulignent que les gens ne doivent pas être séparés en fonction de leur statut ou de leur richesse. Mais l'Empire s'est effondré à cause de la corruption. La seule vraie voie est de créer un empire honnête selon la volonté de Dieu. Gabriel va fonder un saint empire. Pour cela, il faut aider un prince qui soutient leur vue. Ils doivent aider le prince Marcius à monter sur le trône. Tant que le prince Marcius s'élève progressivement, la communauté cléricale doit détruire l'impression positive que le peuple a du prince Carlisle. Quelques jours plus tard, Sylvia était en route pour Pervez. La route était épouvantable. Si le car n'avait pas été aussi bien fait, il aurait eu des ennuis depuis longtemps. Hélène Dupay est sûre que sa sœur perd son temps, car si elle n'a pas réussi dans la capitale, encore plus à Pervez. Là, ils ne lui donneront pas de pâte. Ils n'ont pas la notion de cercle social. Mais Sylvia veut être la princesse héritière. Comme toujours, elle fait tout cela pour remporter le titre. Un autre frère, Dylan, a dit d'un ton moqueur que personne ne l'aimerait comme ça. La jeune fille croit que ses frères aînés ne la comprendront pas. Après tout, l'un a pris possession de sa maison par droit de naissance et l'autre a obtenu l'entreprise pour la même raison. Pour Sylvia, faire de Carlisle Evaristo le prince héritier est la seule issue pour devenir impératrice. Le seigneur informa Carlisle que la preuve de la loyauté de la famille Dupay à son égard était arrivée au château. Le prince était choqué qu'il s'agisse de Sylvia Dupay. Comme indiqué dans la lettre du père de Cecilia, elle est là pour aider son Altesse et prouver la loyauté de la famille Dupay. Le prince pensait que Cecilia fournirait la preuve et ne serait pas elle-même. Carlisle était mal à l'aise de demander, mais il voulait savoir comment la fille essayait de l'aider. Cecilia a mentionné la queue d'aronde de sa maison. Le prince avait entendu dire qu'il s'agissait du plus grand centre de formation de toute la région occidentale de l'Empire. La jeune fille a ajouté que c'était le moyen le plus rapide de diffuser et de collecter des informations. En fait, Carlisle savait que Dovetie était célèbre pour ses pigeons dressés. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a considéré Cecilia pour le rôle de sa femme. La jeune fille a noté qu'elle était l'une des leaders les plus talentueuses en queue d'aronde. Cette information a intéressé Carlisle, car Cecilia peut obtenir beaucoup d'aide. Cecilia a ajouté qu'elle pouvait aider à suivre la situation dans la capitale. Elle a décidé de parler d'une rumeur qui avait récemment commencé à se répandre dans la capitale. Les gens ont commencé à comparer Carlisle au prince Marcius. Le nombre de ceux qui le méprisent augmente. On dit que Marcius est un génie dans le domaine de la recherche scientifique. On dit que Marcius n'a pas pu s'exprimer à cause des attaques de Carlisle. Des tentatives ont été faites pour l'assassiner dès son plus jeune âge. C'est eux qui est considéré comme la raison pour laquelle Marcius ne peut pas tenir une arme dans ses mains. L'équipe de Carlisle est mécontente, car tout cela n'est que calomnie. Selon les données de la queue d'aronde, tout cela est l'œuvre du prêtre de l'église d'Elaha et la plus grande influence est Gabriel Knox. Lionel estime qu'il faut mettre quelqu'un du côté du pontife. Lord Bailey estime qu'il est d'abord nécessaire de savoir exactement quels prêtres font partie de la cour impériale. Le pontife est connu pour son caractère conservateur et prudent. Gilt se demande donc comment il a pu permettre qu'une chose pareille se produise. Carlisle a remercié Cecilia pour l'information. Cecilia a noté que sa maison soutiendrait toujours le prince de toutes ses forces. La jeune fille elle-même jure qu'elle ne le trahira jamais, car elle veut posséder le plus grand pouvoir dont dispose une femme. Carlisle répondit que c'était encourageant et lui souhaita la bienvenue au château. Ce n'est pas facile de rester à Perveza, alors j'ai demandé si tout irait bien avec Cecilia. Mais la jeune fille a remarqué qu'elle se préparait. Carlisle a ordonné à Lionel d'attribuer les chambres des dames au 2e étage. Il mentionna qu'il appellerait également la maîtresse du château pour qu'elle puisse lui dire bonjour. Cecilia a répondu que c'était son honneur. Cecilia va rencontrer la marquise en personne pour la première fois. Elle veut donc tirer les bonnes ficelles. À cette époque, Asha travaillait dans un atelier près de la clôture. Carlisle s'est excusé d'avoir éloigné la marquise de son travail, car il prévoyait de la présenter à une nouvelle personne qui resterait avec eux. Cecilia a salué Asha et lui a dit qu'elle était heureuse de la rencontrer. Asha s'est rendu compte que pour le bien de cette fille, le prince avait demandé d'ouvrir la porte immédiatement. Mais elle ne pensait pas que la noble était si jeune. La marquise pensait que la route avait fatigué Cecilia, car ils étaient encore en reconstruction. Mais la jeune femme a déclaré avec assurance qu'elle était prête pour cela, mais que c'était difficile pour sa servante. Carlisle a déclaré que Cecilia vivrait dans l'une des chambres d'amis au 2e étage. La jeune femme remarqua que la marquise ignorait ses paroles.
Cecilia a noté que la chambre d'Acha était au premier étage. Elle a donc regretté que la sienne soit au deuxième étage, tout comme son Altesse. Elle espère que cela ne provoquera pas de malentendus. Acha a noté que Cecilia est une invitée du prince et qu'il a donc le droit de décider où l'installer. D'autant plus que le premier étage ne convient pas à une demoiselle. Carlisle se demandait pourquoi la marquise vivait encore dans ces pièces sombres. Mais Acha ne les considère pas comme telles. Pour elle, ils sont assez luxueux. Le prince a mentionné qu'il enverrait des meubles qu'il avait achetés pour Acha. La marquise devait donc parler à la femme de chambre en chef pour décorer les chambres. Acha a demandé pourquoi c'était nécessaire. Carlyle a noté que si les chambres de Madame Dupay étaient meilleures que celles de la maîtresse du château, des rumeurs se répandraient. Acha a accepté et a demandé à quitter l'entreprise pour des raisons professionnelles. Le prince proposa de dîner ensemble. Acha a accepté et a quitté la pièce pour affaires. Cecilia était surprise qu'Acha ne ressente même rien en la voyant ici, même si le mariage était formel. La dame suppose que la marquise aurait dû savoir qu'elle était l'une des candidates au titre d'épouse du prince héritier. Elle suppose que le prince a épousé Acha, mais qu'il va bientôt divorcer. Cecilia remarqua que Carlisle aimait être avec quelqu'un ayant le caractère de la marquise, ce qui semblait absurde. Le prince remarqua que la dame pensait à quelque chose. La jeune fille a ensuite réfléchi à la façon dont le couple est étonnamment amical, même si les chambres sont séparées. Elle ne voit pas de lien entre eux, comme entre un homme et une femme. Cecilia a sérieusement décidé que tout dépend d'elle, et que la fille doit donc montrer ce qu'elle vaut. Ainsi, lorsque Carlisle penserait à la vraie princesse héritière, il la choisirait. Le professeur Reverset n'était pas content de l'apparition de Cecilia Dupay. Pour lui, c'était comme si elle était tombée du ciel. Carlisle s'est également rapproché de la marquise, ce qui signifie que les choses ne se passent pas comme prévu pour le seigneur. Gill pense que Cecilia tentera de protéger sa position de princesse héritière par tous les moyens nécessaires. Elle est aussi gourmande que l'impératrice actuelle. Cependant, l'épouse du futur empereur doit pouvoir le soutenir comme le ferait la fille d'un professeur. Ce n'est pas le moment. Il doit se dépêcher et appeler Dorothy. Quelques jours plus tard, la fille du professeur Reverset reçut une lettre et fut surprise que son père l'appelle, mais elle ne pouvait pas l'ignorer et devait se rendre à Pervez. Le père de Dorothy Gilt Reverset était considéré comme le génie de son siècle. Il était le plus influent de l'Académie. Grâce à cela, la jeune fille pouvait lire autant de livres qu'elle le souhaitait. Dès son plus jeune âge, mon père disait que si une femme parle beaucoup, elle ne sera pas aimée. Et supporter cela pour Dorothy, c'était comme nier son essence. Mais elle ne pouvait pas contredire son père. Gilt Reverset n'a remarqué que les défauts de sa fille et l'a accusée de stupidité. Il a noté que c'était le comportement habituel d'une jeune femme. Le professeur a présenté sa fille au prince, notant qu'elle était venue l'aider au travail. Carlisle a souligné qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et que lui l'avait fait, même s'il était plus rapide de voir ses capacités. Le prince est sûr que la fille est assez gentille si M. Reverset l'appelle ici. Dorothy s'y est opposée, disant que son père avait beaucoup de travail, alors elle a pris l'initiative elle-même. Le professeur Reverset a décidé de féliciter sa fille, affirmant que Dorothy était bien meilleure que la plupart de ses étudiants à qui il enseignait à l'académie. Carlisle remarqua que Reverset était trop ambitieux pour un professeur. Dorothy est arrivée juste après l'arrivée de Cecilia. Le prince supposa que la dame était fatiguée et l'envoya donc se reposer. Mais avant de partir, il dit de saluer le propriétaire de ce château. Il s'est avéré que Lavalt avait déjà appelé la marquise. Sachant qu'Acha possède d'incroyables capacités de combat, elle avait peur. Dorothy voulait avoir l'air surprise lorsque la marquise Pervez entra. La jeune fille, voyant Acha, fit immédiatement preuve de politesse et de curiosité. Reverset a noté qu'il avait appelé sa fille à l'aide. Acha fut surprise, car elle ne pensait pas que le professeur appellerait une si jeune fille pour aider son Altesse. La marquise a noté que Dorothy ne serait pas très à l'aise de vivre à Perveza, car c'est toujours dangereux ici. Et c'est pourquoi la dame a conseillé à la jeune fille de rester dans le château. Et si elle sort, alors uniquement avec une escorte. Carlisle invita de nouveau le marquis à dîner ensemble. Ces invités ne sont pas intéressés, ils ne les aiment pas. Le professeur Reverset a exprimé son mécontentement à l'égard de sa fille. Après tout, au lieu de « Votre Altesse », elle pourrait appeler Acha simplement une marquise, ou elle déciderait de la traiter comme une princesse.
Dorothy a répondu que même s'ils avaient un mariage contractuel, elle était toujours l'épouse du prince. Et donc, si elle l'ignore, elle ne fera pas bonne impression. Le professeur était en colère car il savait pourquoi sa fille disait cela. Les mots ont un grand pouvoir. Si elle continue à parler ainsi, alors le prince lui-même commencera à voir Asha comme une princesse. Lavette a dit à sa fille que tant qu'elle était ici, elle devait faire tout comme ça, sinon le prince aurait une bonne opinion d'elle. Dorothy imaginait comment elle deviendrait une princesse et pourrait relire quand elle le voudrait. Asha a embauché un nouveau majordome et lui a dit de s'occuper du château de Pervez. Elle s'est également tournée vers Della pour aider Samuel la première fois et la servante l'a immédiatement emmenée en excursion. Marquise a remarqué que le temps était parfait pour une promenade aujourd'hui, alors elle a invité Derek. La jeune fille a noté que Perveza allait beaucoup mieux et elle est heureuse que Derek ait persuadé Samuel de travailler ici. Derek est ravi que l'automne soit arrivé et qu'ils vont bientôt récolter. Asha a accepté, car cette année, ils auront beaucoup de nourriture. Le compagnon a ajouté que l'année prochaine et au-delà, ils pourront continuer à le développer et à gagner de l'argent. Derek changea de sujet parce qu'il voulait parler des nouveaux invités. Derek se demandait pourquoi les filles étaient dans le château. Asha a répondu pour aider son Altesse, pas seulement pour remporter le titre de princesse héritière. Le garçon était étonné que ce soit ses maîtresses. Il ajouta qu'il y avait beaucoup de serviteurs dans le château, des yeux partout, et que Carlisle avait amené une maîtresse. Asha a rappelé que son Altesse reste avec eux à condition qu'il ne prête pas une attention particulière à ses actions. Marquise a souligné que grâce au contrat, Pervez a pu s'améliorer et qu'ils doivent donc tenir leurs promesses. Derek savait que le prince avait une passion pour les femmes et comprenait que tôt ou tard il amènerait quelqu'un. Derek a conseillé au marquis de trouver son bonheur et de commencer à vivre. Il s'est également enquis des projets d'Asha après le divorce. La fille pointa la flèche vers le garçon. Asha a dit en plaisantant qu'elle s'inquiétait pour Derek, car il n'avait jamais tenu la main d'une fille. Pendant ce temps, Carlisle surveillait la compagnie à proximité et était mécontent. Le prince ne comprend pas ses sentiments. Il sait qu'Asha pense qu'il est un débauché parce qu'il a délibérément créé cette image. Mais pourquoi est-il si mauvais?